Ciao à tutti, salut à tous, bienvenue. Bon retour sur le canal de Cédric, chers amis, j'espère que vous allez bien. En ce 24 juin, retour pour une vidéo football sur ma chaîne Inter et Mercato. Et pour citer Laura Pausini, Marco est parti et il ne reviendra pas, il n'a pas pris le train dès 7h30, non, sûrement plutôt un jet privé pour aller à Londres et signer avec Chelsea, donc un contrat coup de tonnerre dans le ciel nerazzurro, dans ce mercato. On en parle donc tout de suite, mais donc le retour, ça fait une bonne année qu'il n'était pas là. Le sablier est de retour pour essayer de ne pas faire trop long. Un peu comme dirigeant Inter, j'ai des rêves qui souvent ne se réalisent pas. Moi, le mien, c'est de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues. Bref, Marco Palestra a décidé, last minute, de changer, puisqu'il était annoncé comme futur joueur de l'Inter. Tout semblait fait depuis plusieurs jours. Un accord quasiment obtenu avec l'Atalanta. On parlait de 45 millions d'euros, plus 5 de bonus, un petit pourcentage à la revente. Pour lui, un contrat de 2,5 millions pour 5 ans, 2,5 millions net par an, qui devait monter jusqu'à 3 millions avec des bonus. Enfin voilà, tout était OK. Et puis Chelsea est arrivé à proposer plus à l'Atalanta et à proposer plus aux joueurs. Et du coup, accord et de l'Atalanta et du joueur pour accepter l'offre de Chelsea. Et donc, il devrait, sauf énième retournement de situation, puisque l'Inter a fait filtrer, bien qu'il n'y aurait pas de relance, ça ne devrait pas changer. Et donc, le Here We Go est arrivé de Fabrizio Romano et d'autres experts mercato. Donc voilà, on va partir du principe que c'est donc fait. Ça peut arriver puisque j'ai envie de dire que les clubs de première ligue, et même ceux qui ne jouent pas l'Europe comme Chelsea, parce que si Chelsea est un club prestigieux, il faut rappeler qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Donc on pourrait dire que c'est un frein dans la carrière d'un joueur, mais c'est comme Tonali qui avait été à Newcastle et qui est resté, et qui est pour aller à Tottenham par exemple. Être en première ligue, c'est un monde à part, et financièrement et au niveau sportif, c'est un fait, et seul le Paris Saint-Germain, le Bayern, le Real et, dans un certain sens, Barcelone, même si économiquement c'est un peu plus difficile, mais il n'y a que ces clubs-là qui peuvent rivaliser en quelque sorte. Et on le sait malheureusement, pour ceux qui, comme moi, aiment le calcio, la Serie A, on le sait que les clubs sont plutôt dans une période de déclin depuis de nombreuses années maintenant, qui ne peuvent plus rivaliser avec ces clubs-là. Et lorsqu'un club avec cette force économique arrive, ça devient difficile. Ok pour cette fois-là, pour Marco Palestra. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu, vous savez, pour paraphraser un peu Ian Fleming, une fois c'est le hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est une habitude. Je crois que sa phrase c'était une action de l'ennemi, mais c'est un peu transformé, hein, c'est une habitude, ou c'est un fait, ça devient réellement un fait. Et depuis un an, Lookman, Koné, Diaby, à un degré moins de Perisic parce qu'il y a moins d'argent en jeu. Maintenant, Palestra. Et toujours le même scénario qui se répète, c'est-à-dire l'Inter qui cible un joueur, qui va fort sur ce joueur, qui laisse filtrer de l'optimisme. Ça avait été le cas surtout pour Lookman, beaucoup d'optimisme, même trop de paroles. Et puis au dernier moment, toujours un problème. Soit c'est le club qui ne veut pas vendre, il est dans son droit, puisque lorsque l'on dit tel club ne veut pas vendre ou ne veut pas vendre à moins de tel. Voilà, si un club veut vendre Palestra même 80 millions d'euros, par exemple, c'est son droit, comme Lookman à l'époque, si c'était 60, c'était 60, bref, même si derrière tu le vends à 40 6 mois plus tard, c'est ton droit, c'est ton joueur, t'en fais ce que tu veux. Mais soit c'est le club, soit c'est le joueur qui fait un autre choix, soit c'est finalement au dernier moment un changement de stratégie du club pour qu'on ait, oh, ben finalement on va changer de stratégie, puis on prend du ouf qui coûte la moitié, qui n'est pas le même profil de joueur. Il y a toujours une raison, ou on ne fait rien, que ça avait été le cas en janvier lorsque Perisic et Diaby, il y a eu des noms. Et c'est ça, moi, qui je trouve assez frustrant, puisque, ok, je le disais, les clubs italiens ont des limites économiques. On sait que l'Inter. D'ailleurs, une petite question, j'y pensais là avant d'enregistrer cette vidéo, le dernier gros coup de transfert de l'Inter d'un joueur qui coûte de l'argent, parce que l'Inter était très forte les années 2021 aux années 2024 à faire les joueurs comme Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Thuram, c'est-à-dire des joueurs en fin de contrat. On proposait parfois du côté des dirigeants l'Inter même une bonne commission, je crois que c'est 8 millions pour Thuram, ou une augmentation de salaire comme Çalhanoğlu pour le faire monter à 6 millions d'euros, et pour l'obtenir finalement par rapport à la concurrence. Et sur ce terrain-là, Marotta et Ausilio ont montré d'avoir des vraies compétences. Par contre, lorsqu'il faut négocier avec le club, ça devient beaucoup plus compliqué. On le voit. On le voyait bien sûr à l'époque de Zhang où il n'y avait pas d'argent. On le voit à l'époque d'Octri, maintenant, où il y a de l'argent, mais avec des limites. On le sait, le fameux, quand on parle des 25 millions d'euros et 2,5 millions de salaire, c'est un petit peu des règles qui ne sont pas forcément strictes à 100%. Mais on va dire c'est une ligne
sur laquelle, dans ces critères-là, ça peut négocier sans problème. Quand tu veux monter à 40, 50 millions d'euros, comme c'est le cas pour un Lookman ou pour un Palestra, Octree doit valider plusieurs choses, ça prend plus de temps, c'est un peu plus compliqué, et à chaque fois, ça ne se fait pas. Et donc, le dernier joueur qui avait une certaine valeur, en fait, c'est Benjamin Pavard. Si je dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires s'il y a un autre joueur. Benjamin Pavard, ça s'est fait, mais pourquoi ça s'est fait? Pour deux raisons. La première, c'est que le joueur a mis pression sur le Bayern pour être libéré, parce que si vous vous en souvenez, le Bayern ne voulait pas le vendre et ne voulait pas le vendre à ce prix-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de concurrence. Il n'y a pas eu un Manchester United, un Tottenham qui arrivait en disant ben nous, à Pavard, on lui met 35 millions d'euros, 8 millions de salaire. Donc du coup, si le joueur est à 100% de ton côté et que tu n'as pas de concurrence, l'affaire peut se faire. Pas tout le temps, parce qu'on a vu que ça bloque. Mais Palestra, si Chelsea n'y arrive pas, normalement, ça finit par se faire aux conditions dessinées par l'Inter et qui avait été acceptées par l'Atalanta. Donc, tous les cas sont bien sûr différents, sauf que la conclusion est toujours la même. Juste une dernière petite chose sur le fait qu'il n'y a pas eu de surenchère de l'Inter, parce que j'allais l'oublier. Qu'est-ce que tu veux faire une surenchère? Ça n'avait pas de sens. Je pense que d'un point de vue de l'offre de l'Atalanta, tu avais été au maximum. Et puis par rapport aux joueurs, si les chiffres qui circulent, c'est-à-dire que Chelsea lui a offert 5 ou 6 millions d'euros net par an, je vous montre la grille salariale de Capology de l'Inter. Ce sont les estimations du site Capology qui est souvent bien informé. Même si toi, derrière, tu fais partir des joueurs, tu abaisses le coût de l'équipe. Et donc, on va dire que financièrement, tu peux proposer 4 ou 5 millions d'euros net par an à Palestra. Mais tu ne peux pas le mettre au niveau ou au-dessus d'un Di Marco. Tu ne peux pas le mettre quasiment au niveau d'un Barella. Je veux dire, c'est un joueur qui a 21 ans, qui a 2 sélections en équipe d'Italie, qui n'a pas encore joué de match de Coupe d'Europe, enfin, de Ligue des Champions. Enfin, c'est un joueur qui doit encore faire un parcours. Et au niveau italien, déjà, l'Inter est avec la Juventus, je pense, le club qui propose les meilleurs salaires, qui a la grille salariale la plus élevée. Tu ne peux pas mettre Palestra déjà dans le top 5, 7. Tu ne peux pas le mettre au-dessus d'un Bisek ou d'un Carlos Augusto. Tu es en train de négocier avec ces deux joueurs-là. C'est Carlos Augusto qui demande 4 millions net par an. Si Palestra signe à 5 nets par an, il va dire bah, attendez, vous êtes gentil, mais moi ça fait déjà 2-3 ans que je suis là, je suis quasiment un titulaire, je dépanne à droite à gauche, piston. Hein. Et le gars, il arrive, bim. Donc vous comprenez que si vous proposez ce salaire-là, l'Inter peut-être pas les moyens, même si l'Inter avait les moyens, tu mets le feu à ton vestiaire en fait. Tu as 10 agents le lendemain qui appellent à Ausilio en disant bon, je veux un rendez-vous parce qu'il faut qu'on parle du contrat de mon joueur. Donc ça n'avait aucun sens de relancer. C'était juste ça. Pour ceux qui disent hey, l'Inter relance même pas, qu'est-ce que vous voulez relancer? Enfin, si c'est relancé de 500 000 euros sur le salaire et 2 millions d'euros l'offre à l'Atalanta, ok, mais là ça n'avait aucun intérêt de faire cette relance-là. Et maintenant, ça pose la question, c'est que va faire l'Inter? Parce que Palestra est parti, on peut jouer au football et on peut gagner sans Palestra. Je pense que l'Inter l'a prouvé puisqu'ils ont gagné aussi bien le championnat que la Coupe d'Italie, et c'est pas Palestra qui te fait gagner la Ligue des Champions. C'est pas un joueur, même si c'est sûrement un bon joueur qui viendra un très très bon joueur, voire vraiment un joueur peut-être l'un des meilleurs, voire le meilleur latéral piston. C'est ce que je lui souhaite. Il est en tout cas de très grande qualité. On verra. Mais le problème, c'est que tu as perdu Dumfries à 20 millions d'euros puisqu'il y avait la clause, et donc il part au Real Madrid, et que tu as un trou là. Ça, c'est le problème, on va dire, sportif à court terme, puisque tu n'as plus que Luis Enrique, voire Diouf dans ce rôle-là. Donc, mais bon, tu as le temps. Il y a même pas eu la reprise des entraînements qui sont prévus pour mi-juillet, donc il y a le temps de travailler. Mais donc, tu as ce trou, c'est un fait. Il y a le profil piston ailier, le piston et le profil piston latéral, puisque le rôle de piston, à travers le monde, est assez rare, en fait. C'est aussi pour ça que Palestra était ciblé, on a l'impression que c'était Palestra ou rien à un certain moment, puisqu'il y a peu d'équipes jouant en 3-5-2 ou en 3-4-2-1, c'est souvent du 4-2-3 ou 4-3-3, donc les équipes jouent avec un latéral et un ailier. L'Inter prend le rôle de milieu, il faut que le joueur fasse les deux phases. Donc soit tu prends un ailier, que tu fais travailler comme piston, tu le formes à devenir un meilleur défenseur qu'il ne l'était, c'est pour ça qu'en janvier, Christian Kivu avait demandé un joueur à la Moussa Diaby par exemple. Ce nom pourrait revenir, puisqu'on sait que souvent, dans le monde d'Inter, les noms des joueurs tournent. C'est un peu comme certains amours, ils reviennent toujours. Là, c'est un peu la même chose. Diaby, moi, je vais citer un joueur qui parfois circule, même si je pense, puisqu'il est en première ligue, même s'il n'a pas fait une très bonne première saison en première ligue, c'est Ndoye, qui certes n'a jamais joué piston. Moi, c'est un joueur, puis je l'ai vu jouer à Bologne il y a
c'est partie des amours, ça c'est le mien, c'est une sorte d'amour qui revient toujours. Je me dis que ce joueur-là, pour moi, était parfait dans le 3-5-2 d'Inzaghi, je l'imaginais comme ça, puisque Kivu reste quand même dans le même schéma, même s'il y a eu des modifications sur la façon de jouer. Pour moi, c'est un joueur, ça me plairait de l'avoir, aussi parce qu'en plus il peut jouer des deux côtés, mais voilà, Endo, Diaby, dites-moi d'autres noms possibles, ou sinon, ça allait prendre un latéral que tu mets, c'était le cas de Dumfries qui est plus un latéral à la base. Tu prends un latéral que tu mets un petit peu plus haut, tu lui demandes de faire un peu plus de phase offensive qu'il n'en a l'habitude. Et là, alors en céréales, et donc quels noms peuvent tourner Norton Cuffy, Dodo, c'est un peu les noms, ça fait pas rêver, mais c'est un peu des joueurs qui rentrent dans les fameux critères des 20-25 millions d'euros et 2 millions de salaire. Tu les mets dans ces critères-là, tu peux les avoir. Il y a Andrea Cambiaso aussi, on entend pas mal son nom. Vous savez, alors l'avantage c'est qu'il joue des deux côtés, il est bon des deux pieds. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'il peut effectivement jouer à droite, mais si jamais Di Marco est absent, Carlos est utilisé dans la défense à 3, tu peux aussi le mettre à gauche sans problème. Il te fait les deux côtés. Ça fait 2 ans quand même qu'il est assez décevant. 1 an et demi, 2 ans qu'Andrea Cambiaso. Il y a eu la rumeur Manchester City, je crois que c'était en janvier 2025, et depuis, je ne sais pas s'il a accusé le coup, s'il faut dire qu'il y a pas mal d'instabilité aussi à la Juve, puisque c'est passé de Mota à Tudor, maintenant Spalletti, donc c'est un peu compliqué. Je le conçois. Ça parle d'un échange, pourquoi pas, avec Davide Fratesi. C'est sûr qu'à l'état actuel, tu te dis Davide Fratesi, qui est le 7e milieu, il y a même Diaby qui lui est passé devant, il y a Diouf pardon, qui lui est passé devant, même si Diouf joue plus piston maintenant. Et Fratesi, on sait qu'il est en dehors du projet, donc pourquoi pas effectivement se dire, de toute façon Fratesi est sur le départ, est-ce qu'il va partir en première ligue ou pas, il y a des rumeurs, on verra, mais en tout cas, ils ont des valeurs qui sont à peu près comparables. Dans les Fratesi, tu rajoutes Cambiaso dans ton effectif, pourquoi pas. Moi je serais d'accord, mais à une seule condition, c'est que Cambiaso ne soit pas vu comme le titulaire indiscutable à droite. Si tu prends un autre joueur, et pourquoi pas un Ndoye, un Diaby ou un joueur comme ça, c'est-à-dire un ailier, et puis tu mets Cambiaso, comme ça tu as les deux profils en quelque sorte. Et effectivement, Cambiaso peut jouer à droite et à gauche. Si l'ailier, point de vue défensif, a besoin d'un peu de temps pour se former en plus, Cambiaso c'est un peu plus une valeur sûre. Ok, titulaire Cambiaso et premier remplaçant ou Sandrick ou Diouf, pour moi ce serait pas la folie. Mais bon, après, pourquoi pas. Après, il y a Coyote aussi, on en parle. Après, c'est un jeune Italien, très bon. Lorsqu'il avait débarqué à la Fiorentina sous Italiano, je me suis dit, waouh, super latéral, très offensif, technique, et de la qualité, donc génial. Puis bon, finalement, on a vu qu'il s'était un petit peu perdu à la Fiorentina, comme souvent avec les jeunes en Italie. Et puis là, en première ligue, il est en train de vraiment montrer ses qualités. Mais un joueur qui va en première ligue, c'est difficile de le faire revenir en Italie. Mais ça peut être aussi une idée. Il y a Daniel Munoz aussi. Mais bon, pareil, il est en première ligue à Crystal Palace. Mais bon, il a 30 ans, donc c'est pas forcément dans les critères. Mais ça peut être un joueur, on va dire, un petit peu plus sûr, on va dire. On verra. Dites-moi si vous avez des noms réalistes. Bien sûr, en prenant en compte, même s'il y a pas mal de joueurs que j'ai dit étrangers, c'est lorsque lorsque tout le monde en fait, vous savez, un petit peu les Mercato Edition des équipes en disant je vends tel joueur, je prends tel joueur, c'est toujours marrant à faire. Il ne faut pas oublier un critère, c'est qu'il faut avoir dans une liste de 25 4 joueurs formés au club et plus 4 autres joueurs formés en Italie. Alors là, l'Inter est toujours dans les clous, mais perd tout de même Darmian, Hatchel, lui, il va perdre Fratesi sans doute. Donc ça fait 3 jours en moins. Le fait que Zelinski était de 18 à 21 ans était à l'Udinese, donc est considéré comme formé en Italie par exemple, ça fait un jour en plus. Donc il n'y a pas de que Provedel devrait arriver comme deuxième gardien ou numéro 1 bis, donc l'Inter n'est pas forcément dans le besoin. Mais lorsque on fait ces choses-là, il faut quand même y penser. Actuellement, l'Inter a 2 joueurs formés au club, Di Gennaro et Di Marco. On pourrait ajouter Pio Esposito et Alexander Stankovic. On verra si Stankovic restera, mais les deux peuvent aussi être en liste B, c'est-à-dire pas être compris dans les 25, puisqu'ils sont U21. Je crois que ça va être pour tous les deux la dernière année. Mais bon, si c'est pas le cas, il y a les places pour eux pour les mettre dans cette liste-là. Donc voilà, bon, c'était pour un petit point pour rappeler tout de même lorsque l'on fait un petit peu les Mercato Edition. Donc on verra au niveau du latéral droit ce qui va se passer du mercato en général de l'Inter. Curtin Jones, c'est pareil, c'est en train de bloquer au niveau du prix, puisque ça dépasse les fameux 25 millions d'euros et c'est un problème. Oumar Solé en défense, c'est en train de négocier peut-être pour un prêt avec obligation d'achat, mais il y a des clubs de première ligue qui sont en train d'arriver, donc attention à ne pas revivre un autre cap à l'Estra avec un club de PL qui arrive demain à l'Udinese et qui dit ben moi je mets 33 millions d'euros, je propose 5 millions d'euros net aux joueurs, merci, au revoir.
On verra. Dernier petit point, c'est un débat qui n'aura jamais lieu. J'avais posé sur mon compte Instagram en répondant à une question sur le mercato, puisque parfois je vous propose de me poser des questions et je réponds comme ça sur Insta, mon compte Canal Emilio. Palestra ou passe? Dites-moi dans les commentaires. Alors, c'est plus possible. Mais pour vous, est-ce que c'était plus utile d'avoir Palestra ou d'avoir Passe comme joueur dans l'équipe? Parce que c'est vrai que Palestra, encore une fois, c'était pour remplacer un vide. Dumfries est parti, donc tu n'as plus le titulaire à droite. Donc je comprends. Sauf que, et vous allez comprendre un petit peu mon avis du coup, l'Inter, depuis plusieurs années, a son jeu qui se développe à gauche. Dumfries a été très très bon pour toute la partie finalisation, le dernier tiers du terrain. Lancer en profondeur, reprendre des centres, faire le décalage, et donc en but et passe décisive, il avait de très bons chiffres, puisqu'il était très utile dans le dernier tiers. Dans le tiers du milieu, c'était passe en retrait pour Barella, pour caricaturer. C'est un joueur qui avait peu d'apport. C'est vrai que Palestra aurait apporté lui, une qualité dans cette partie du terrain, c'est-à-dire le dribble, la course, faire la différence en contre un. C'est l'un des meilleurs dribbleurs de Serie A, Marco Palestra, donc il aura apporté cette qualité-là que n'a pas l'Inter, il l'aura apporté sur le côté droit, donc ça aurait été intéressant, c'est vrai, en perdant, au moins pour une période, le temps qui devient peut-être plus décisif, en perdant le côté buteur. Nico Pass, c'est vrai qu'au milieu de terrain, t'es bien. T'as Çalhanoğlu, t'as Barella, t'as Susic, t'as Zielinski, t'as 4 titulaires. Donc t'es bien. T'as encore Mkhitaryan qui peut dépanner, puisqu'il devrait prolonger, même si ça n'a pas encore été officialisé, qui peut dépanner sur des bouts de match ou certains matchs. Donc t'as Alexander Stankovic, même si je crains qu'il soit vendu. Donc t'as des solutions. Sauf que Nico Pass, pour moi, c'est le milieu. Et c'est pareil, on peut jouer au football et gagner sans Palestra. On peut jouer et gagner au football sans Nico Pass. Nico Pass est un joueur qui a la qualité dribble lui aussi, a la qualité élimination, a la qualité buteur-passeur. Qualité, pas penalty, mais qui peut être coup de pied arrêté. Les coups francs, les penalties, il a un peu plus de mal. Mais surtout, c'est le profil de milieu de terrain qui, pour moi, a toujours manqué à l'Inter, puisque l'Inter a toujours eu des milieux de terrain, en tout cas dans le cycle, on va dire, Inzaghi qui vous, des milieux de terrain de ballon, mais de ballon de système, on fait circuler le ballon. Nico Pass sait faire ça, mais c'est aussi le joueur qui casse la ligne, dribble, fait la différence individuelle, et c'est ce qui manque à l'Inter, c'est ce qu'aurait donné Palestra à droite, et c'est ce que pourrait te donner, même si je pense qu'il ne viendra pas, Nico Pass, ou un joueur à la Nico Pass, disons, en tout cas dans ce milieu de terrain-là, puisque Çalhanoğlu, on le sait en plus, a une fragilité physique maintenant depuis 2 ans qui est avérée, donc tu sais que tu ne peux pas toujours l'avoir. Zielinski, la dernière saison a eu un peu de pépins, mais les 2 saisons précédentes, ça en a eu pas mal. Donc c'est des joueurs qui, on peut comprendre, vont devenir de plus en plus dans la catégorie fragile physiquement. Ils peuvent s'alterner. Donc ça veut dire que oui, tu as de la qualité, tu as du nombre au milieu de terrain, mais ajouter les caractéristiques qui manquent, c'est-à-dire le côté créativité, ou le côté, pour donner ce côté imprévisible au jeu, davantage, puisque c'est très codifié le jeu de l'Inter, encore une fois, même si Kivu, justement, et en plus, Kivu a apporté des modifications qui sont principalement un pressing haut, d'aller agresser dans la moitié de terrain adverse pour récupérer le ballon rapidement. Et c'est une qualité que fait très bien Nico Pass. 2 saisons à Como où il a vraiment développé. Je regardais il y a quelques semaines ses statistiques. Pour ce qui est réagression, pour ce qui est course, pour ce qui est pressing, mais pour ce qui est aussi récupération, tacle, faute. Parce que faute, selon moi, c'est une bonne statistique en joueur qui fait des fautes. Parce qu'il faut savoir faire la faute aussi pour éviter un contre, pour lorsque tu vois que ton équipe est mal placée. Donc il y a des fautes. Quand on dit les fameuses fautes intelligentes, c'est un peu ça. Et dans ces critères-là, Nico Pass est très très haut. Dans son rôle, c'est l'un des tout meilleurs de Serie A. Parce que Cesc Fabregas, dans son jeu, demande cela. Et Nico Pass n'est pas seulement bon en phase de possession, c'est aussi un bon joueur utile au collectif en non-possession. Donc c'est pour ça, en fait, c'est le fait de rassembler toutes les qualités qui iraient parfaitement au jeu demandé par Christian Kivu et en général à un jeu, on va dire, de football moderne, offensif. Donc voilà, c'était un petit peu le dernier point. Donc moi, je choisirais Nico Pass si j'avais le choix. Ça tombe bien, c'est le seul a priori qui est encore disponible. On verra comment ça se passait avec ce jeudi, le rendez-vous avec le Real Madrid. Après, il y a d'autres joueurs, c'est pareil, c'est le profil. Mais bon, c'est vrai que ce sont des profils difficiles à trouver. Et s'il est vraiment en vente à 60 millions d'euros,
j'ai envie de dire, il faudrait y aller vite puisque c'est un joueur qui très rapidement, un Tottenham, même si Tottenham va mettre beaucoup d'argent sur Tonali, ou Manchester United, Newcastle, ou je sais pas qui, peut rapidement arriver et dire allez, nous on met 75 millions d'euros, on lui met 8 millions d'euros par an de salaire, merci, signe là mon garçon, prends le premier jet privé et c'est fait. Là en plus il est aux États-Unis, on n'est pas à l'abri, même si il est appelé à avoir peu de temps de jeu. Imaginez que lors du troisième match contre la Jordanie au mondial, il claque un doublé tout de suite, allez, un peu plus de hype donc. Voilà pour cette vidéo Mercato et Inter. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires, comme ça on peut continuer ensemble le débat donc sur Marco Palestra, che se n'è andato à Chelsea, et sur le reste. Qui pour vous le profil idéal comme piston droit pour l'Inter? Et puis comme ça, on peut continuer à en parler. C'est pas terminé. Mais si, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.